Nous sommes ce matin réunis pour un webinaire sur la rénovation des petites copropriétés. C'est vrai que pour l'instant, les métropoles Toulouse et Montpellier sont bien lancées dans la dynamique. On voit bien que les petites copropriétés et dans les territoires un peu plus ruraux, la démarche n'est pas encore bien lancée. Voici le programme de ce matin, avec une petite introduction de Julien Juvignac de la région Occitanie, que je ferai pour lui, car il n'est pas disponible ce matin. On commencera par Marie-Agnès Allier de l'AREC, qui va nous parler des rénovations des copropriétés en Occitanie, et va nous parler ensuite d'un dispositif régional. Puis le focus petite copropriété avec Sébastien Bouffelli de l'ADIC 34, qui va nous parler, en fait, finalement, nous donner les définitions de qu'est-ce qu'on appelle une petite copropriété, puisqu'on a tous un peu une définition différente. Ensuite, Coralie Marchand de l'ANA, qui va pouvoir nous parler de l'expérimentation des petites copros. Ensuite, Léa Mathieu Figueiredo de Cénova nous parler d'un retour d'expérience d'une petite copropriété exemplaire qui est en phase de travaux. Et Véronique Marty des Compagnons Bâtisseurs sur une astuce qui permet de baisser le reste à charge pour les copropriétaires. Et ensuite, Véronique Chauveau, qui est gérante d'une entreprise d'isolation par l'extérieur, qui était sur la maison individuelle et qui se lance sur le marché des petites copros. Bon webinaire à tous. Je vais donc commencer par faire le petit mot de Julien Juvignac. Donc, ce webinaire est financé par la région. Pour rappel, la trajectoire de la région, c'est d'être énergie positive 2050 et donc qui a une ambition forte puisque le secteur du bâtiment représente quasiment 50% des consommations d'énergie sur la région. Donc, deux objectifs ambitieux, c'est de diviser par 3 la production en énergie décarbonée et de multiplier par 3 la production en énergie décarbonée et de diviser par 2 la consommation tout secteur. Donc, ça se voit dans le secteur résidentiel puisque l'idée, c'est de rénover 52 logements chaque année, donc d'atteindre au moins l'étiquette B jusqu'en 2030 et d'accélérer la cadence avec 70 logements rénovés avec étiquette au moins jusqu'à B après travaux jusqu'en 2050. La région est investie depuis longtemps sur le sujet en étant porteur associé du SAR 2021-2024 et depuis 2026 porte un nouveau contrat dans le cadre de l'ANA, proposé par l'ANA et l'État avec 2 axes de travail. Donc, le parcours des copropriétés, donc le dispositif qui est confié à la REC et qui sera présenté par Marie-Agnès juste après. Et ensuite, les mobilisations des acteurs privés par le financement de notre plan d'action porté par Envirobat. Donc, l'objectif est assez simple. C'est de donner les clés concrètes pour comprendre ces projets, les identifier les opportunités et aider à passer à l'action sur les petites copropriétés. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Marie-Agnès. Ouais. Bonjour à tous, Marie-Agnès Allier, donc je suis chargée de mission rénovation énergétique d'accompagnement des copropriétés au sein de l'AREC. Donc l'AREC, c'est l'Agence régionale énergie-climat qui est là pour faciliter la transition énergétique des territoires. Donc comme vous l'avez précisé Anne-Lise, la région a confié à l'AREC en fait une délégation de service public pour mettre en œuvre le dispositif Rénov Occitanie, dont l'objectif est de faciliter la rénovation énergétique des copropriétés. Le bilan qui s'affiche, il s'agit en fait de 500, en 5 ans, depuis 2021, nous avons accompagné plus de 500 copropriétés. Donc pour ce faire, en fait, sur le terrain, il y a eu des conseillers France Rénov qui ont des espaces conseils
France Rénov, qui ont réalisé en fait de l'information, du conseil pour enseigner tous ces particuliers. Et nous nous sommes appuyés en fait sur le terrain, sur ce maillage des 31 guichets qu'à l'époque on appelait Rénov Occitanie et qui se sont devenus aujourd'hui donc les espaces conseils France Rénov. Donc au niveau des logements individuels, on a accompagné plus de 8546 logements. Pour les copropriétés, donc, on a accompagné 505 copros qui représentent plus de 17 516 lots. Donc, la plus grande majorité de ces copropriétés sont des petites copros de petite et moyenne taille. Donc, la taille moyenne de toutes ces copros représente 30 lots. Et on a monté aussi une société de tiers financement indirect qui nous a permis d'accorder des prêts. Donc, 30 millions d'euros ont été octroyés. Et pour les copropriétés, on a octroyé 17 millions de prêts. Donc, nous avons accompagné en grande majorité les copropriétés donc, sur les grandes métropoles de Toulouse, Montpellier, Nîmes, sur les agglomérations de Narbonne, Carcassonne, et puis aussi sur les territoires plus ruraux comme Albi, Tarbes, Frontignan. Euh, voilà, la diapo suivante, merci. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est les petites copros. Donc, les petites copros sont souvent délaissées en fait, par les opérateurs privés en raison en fait, de leur faible rentabilité ou de leur complexité de gestion. Donc, ce déficit d'appui est en partie compensé par ce service public régional qui propose en fait un accompagnement technique renforcé et qui vise à soutenir financièrement ces petites copros en proposant des solutions de financement pour réduire le reste à charge. Donc, à l'échelle de toute la région, il y a plus de 110 000 copropriétés en région Occitanie, mais il y en a seulement 55% qui sont immatriculés. Donc, il y a plus de 54 000 copros accompagnés. Donc, il nous reste encore pas mal de chemin à faire pour aider ces copropriétés à rénover leur copropriété. Donc, le nouveau dispositif en fait, qui est proposé pour 2026-2030, c'est vraiment d'apporter des solutions aux copropriétés en fonction en fait des besoins. Donc, s'il s'agit d'un besoin d'accompagnement technique complet, nous vous mettons en relation avec des opérateurs intégrés qui vont vous proposer directement à la copropriété des offres de prestations, de relation d'audit, d'AMO ou de maître d'œuvre éventuellement. Si la copropriété recherche des financements pour financer les projets de travaux, la mettra en relation en fait avec des partenaires bancaires qui vont leur proposer directement des offres de prêts collectifs, d'avance de subvention ou d'éco-PTZ. Et en fait, et enfin, donc, il y a aussi nous allons proposer aussi des solutions clés en main pour accompagner pour proposer en fait des solutions à caractère plus innovant. Donc, l'objectif en fait de cette nouvelle formule, c'est vraiment de simplifier, de fluidifier et de sécuriser le parcours. Par sécurité, on entend en fait de garantir en fait la qualité technique des projets, la sécurisation des décisions ménagères, du gain de temps et puis de sécuriser les aides. Donc pour ça, la région, nous avons mis en place en fait un cadre de qualité avec une charte. Donc cette charte, en fait, elle permet de formaliser des engagements entre la REC et les opérateurs et de vérifier en fait le niveau des engagements attendus. Et donc dans ce cadre, pour sélectionner en fait ces opérateurs, on a vérifié en fait toutes les conditions d'éligibilité de l'ANA, les compétences, les qualifications, les moyens, et on a mis en place un interlocuteur unique qui sera en charge du suivi personnalisé et de coordonner tous les acteurs. Et dans un but, en fait, d'optimiser vraiment les aides et les financements pour faire baisser le reste à charge de la copropriété. Merci Marie-Agnès pour cette vue d'ensemble. Est-ce que peut-être nos intervenants intervenantes ont des questions à te poser par rapport à ta présentation? Ouais, Véronique Chauveau. Alors, n'hésite Oui, ma question, c'était pour par quel concrètement, en fait, quand on cherche l'interlocuteur unique là, qui va s'occuper d'une copropriété en particulier, à qui on s'adresse en fait Ben, en fait,
le groupement qui sera en charge d'accompagner la copropriété, elle mettra en contact cet interlocuteur unique. Donc, dès qu'en fait l'accompagnement et la mission sera lancée, l'interlocuteur en fait sera proposé. En fait, chaque groupement, chaque opérateur a son interlocuteur unique. Et donc, quand il y a un opérateur qui commence une mission, forcément, cette personne sera mise en relation, communiquée à la Oui. copropriété qu'elle va accompagner. Et l'opérateur, ça peut être le syndic, par exemple? Non, les opérateurs, en fait, c'est les opérateurs qui vont réaliser des accompagnements. C'est-à-dire que pour une copropriété qui souhaite engager des travaux, il y a des étapes clés dans le parcours d'accompagnement. Donc, la première étape, c'est de réaliser un audit pour élaborer des scénarios de travaux. Et ensuite, pour bénéficier des aides MPR CoPro, l'AMO est obligatoire. Donc, ces opérateurs, en fait, ils vont proposer toutes ces prestations, l'audit, l'AMO et la maîtrise d'œuvre, pour accompagner les copros jusqu'à la réalisation de ces travaux. Et donc, après, c'est dans ce cadre-là que ces interlocuteurs seront communiqués à la copropriété. D'accord. Merci. N'hésitez pas à mettre vos caméras, c'est toujours plus sympa de savoir qui parle. Pour nos participants auditoires, les questions seront posées peut-être plus à la fin. Pour le moment, je proposais que nos intervenantes puissent poser des questions entre eux, puisqu'on a la chance d'avoir différents maillons de la chaîne de rénovation des copros. S'il n'y a pas d'autres questions entre nous, Sébastien, je veux bien que tu actives ta caméra et ton micro. Et donc, tu vas nous parler des spécificités des petites copros, et notamment, qu'est-ce qu'on appelle petite copro? Oui, tout à fait. Donc, merci. Juste quelques mots de présentation. Donc, moi, c'est Sébastien Mouffelli. Je travaille pour la DIL de l'Hérault. Alors, la DIL, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement. C'est une forme d'association, c'est un service public d'information, de conseil sur l'ensemble des questions, que ce soit juridiques, financières, fiscales, liées au logement. On intervient aussi bien auprès des particuliers que des professionnels et des collectivités territoriales. Donc le prisme est assez large de l'intervention. Vous le voyez, ça va être passer des rapports locatifs à la copropriété pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, à l'accession à la propriété, à la réalisation de travaux. On va voir sur la slide suivante comment on peut nous consulter. Sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, on peut nous consulter de différentes manières. On est présent sur l'ensemble du département, sur une vingtaine de lieux de permanence. Donc, sur Montpellier, le centre principal, sur Béziers, le centre secondaire. On peut nous solliciter aussi, bien sûr, rendez-vous que par téléphone, vous avez les coordonnées ici, ou par Internet. Aujourd'hui, moi, je vous propose de faire un petit point sur les spécificités des petites copropriétés et la prise de décision de travaux. Le législateur s'est emparé assez tardivement de cette notion de petite copropriété. C'est depuis le 1er juin 2020 qu'on a donné une définition de cette petite copropriété et on y a appliqué des règles spécifiques de fonctionnement qui sont un petit peu plus allégées, on va le voir, que sur les copropriétés classiques. Qu'est-ce qu'une petite copropriété? Une petite copropriété, la définition de la petite copropriété est différente de la définition qui relève de l'ANA. Vous le verrez par la suite, mais une petite copro, au sens de la loi du 10 juillet 65, qui réglemente le statut de la copropriété, c'est une copropriété qui est composée soit de 5 lots au maximum, qui soient usage de logement, de bureaux, de commerce, ou donc, c'est deux critères alternatifs, hein, ou une copropriété qui présente un budget prévisionnel moyen inférieur à 15 000 euros sur les 3 dernières années. Dans ces petites copros, on va quand même retrouver certains modes de fonctionnement classiques qui existent dans toutes les copropriétés, c'est-à-dire qu'on va retrouver l'exigence d'un règlement de copro, bien entendu, l'exigence d'un syndic, qui peut être professionnel ou non. On va retrouver également l'exigence d'établir un budget prévisionnel lié au fonctionnement, à l'entretien courant. On va retrouver également l'exigence d'un compte séparé. Par contre, on a certaines spécificités pour répondre aux particularités à un besoin de gestion plus souple.
Gestion plus souple, ça va être la mise en place d'un conseil syndical qui va être facultatif. Une comptabilité qui va être simplifiée. La comptabilité en partie double ne va pas s'appliquer pour les petites copros. Et on va voir ensuite que les prises de décision sont facilitées. Alors, en quoi elles sont facilitées? On va le voir sur la diapo suivante. Il existe 2 modes de décision dans ces petites copros. L'idée, c'est d'éviter que des situations de blocage et de faciliter en fait la prise de décision, notamment lorsque il s'agit de la prise de décision de travaux. On va retrouver classiquement l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, notamment pour des travaux, va pouvoir être utilisée pour la prise de décision. Cette Assemblée générale va être obligatoire également, au moins une fois par an, classique, pour voter le budget prévisionnel et l'approbation des comptes. Ce qui est innovant sur ces petites copros, c'est que la réalisation de certaines décisions, notamment de travaux, va pouvoir être réalisée à travers une consultation informelle des copropriétaires. Qu'est-ce que c'est cette consultation informelle des copropriétaires? Ça peut être soit une consultation écrite, ou dans le cadre d'une réunion, sans forcément une convocation. Ces consultations informelles, elles vont être organisées par le syndic, toujours cet organe qui est obligatoire. Elles vont pouvoir être organisées par le syndic, elles sont organisées par le syndic. Particularité de ces consultations, elles nécessitent l'accord unanime des copropriétaires. Donc ça, et ensuite, deuxième particularité, c'est qu'un copropriétaire va pouvoir demander une consultation informelle, même si son objet n'est pas strictement relatif à ses droits. Je m'explique, dans une copropriété classique, un copropriétaire peut convoquer une assemblée générale pour que soient examinés ses droits, c'est-à-dire par exemple la réalisation de travaux qui portent sur l'esthétique d'une partie commune. Ici, on peut demander une consultation écrite pour tout type de questions. Ça, et dernier point concernant ces consultations informelles, l'organisation de consultations informelles, que ce soit écrite donc à distance ou à travers une réunion, ne donneront pas lieu à une rémunération du syndic. Ça ne donne pas lieu à des honoraires complémentaires. On va retrouver quand même l'ensemble des règles relatives aux majorités requises pour chaque type de décision. Ça ne change pas pour la spécificité de prise de travaux, de décision de travaux. Ces majorités, par contre, vont changer sur les copropriétés à deux. On va le voir sur la diapo suivante. Ces copropriétés à deux, là aussi, on se retrouvait souvent dans des situations de blocage dans ces petites copropriétés. La réforme du droit de la copropriété qui est entrée en vigueur depuis le 1er juin 2020 a essayé de prendre en compte ces situations-là pour éviter des situations de blocage des copropriétés à deux. Ici, on se rapproche un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans le régime de l'indivision. C'est-à-dire que chaque copropriétaire va pouvoir prendre des mesures nécessaires à la conservation de l'immeuble. Attention, uniquement les mesures nécessaires à la conservation, pas d'amélioration, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Donc, il va pouvoir prendre des décisions relatives à la conservation d'une toiture, par exemple, et ensuite se retourner vers l'autre copropriétaire pour exiger le paiement. Pour ce qui est des décisions qui relèvent classiquement de l'article 24 et celles qui relèvent de la nomination du syndic, particularité pour les copropriétés à deux, ces décisions sont prises par le copropriétaire qui détient plus de la moitié des voix. Et celles qui relèvent de l'article 25, les travaux d'amélioration par exemple, là vont pouvoir être prises par le copropriétaire qui détient au moins 2/3 des voix. Vous voyez, c'est assez, on change complètement de cadre par rapport aux autres copropriétés de manière générale. Ce n'est pas une solution parfaite, mais ça permet en fait d'essayer de débloquer certaines situations, notamment de la réalisation de travaux de conservation de l'immeuble. J'en ai fini avec sur ma partie. Je ne sais pas s'il y a des questions en retour. Alors, je vais laisser d'abord la parole peut-être à nos intervenantes s'il y a des petites questions. Et j'ai vu que dans le chat, quelqu'un te demandait s'il y avait un texte juridique par rapport au nombre de ce qui définit une petite copro, notamment 5,
puisque pour l'ANA, l'expérimentation, c'est 20 lots. Mais Coralie pourra nous en parler après. Oui, alors, ces dispositions de la loi du 10 juillet 65 qui ont été modifiées par cette ordonnance de juin 2020, et c'est les articles 41-8 et suivants qui réglementent les petites copropriétés et qui donnent cette définition de la petite copropriété. Ok, si jamais tu as peut-être un texte à nous mettre sur le chat Oui, ou un bien sûr. lien vers Je le... le mettrai, ouais. Je vais le préparer. Moi, j'ai une question un peu pour aussi par la transition après avec ma partie, c'est est-ce que vous, en tant qu'ADIL, vous voyez justement une différence entre quand vous accompagnez des copros ou en tout cas quand des syndics bénévoles ou des conseils syndicaux viennent vous demander des informations, est-ce que vous voyez une différence entre des très petites copros, donc moins de 5 lots, et des copros jusqu'à 20 lots, on va dire? Alors, les différences, elles se font surtout sur le statut d'occupation de la copropriété. Lorsqu'on a des petites copros, maximum 5, on peut avoir des copropriétés de 10 qui relèvent de ce régime-là, ou qui seront occupées par des copropriétaires majoritairement par des copropriétaires, c'est-à-dire qui ne seront pas loués. Il y a une dynamique qui va pouvoir se créer beaucoup plus facilement que dans le cas d'une grosse copropriété où c'est assez lourd à mettre en œuvre. En fait, la réalisation de travaux, enfin, je ne vous apprends rien, mais dans les petites copros où les copropriétaires occupent les lieux, où il y a une prise de conscience en fait, de l'intérêt patrimonial des parties communes, de rénover des parties communes, la prise de décision peut être beaucoup plus simple, plus rapide. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Sébastien. Du coup, je Merci. vais faire effectivement la parfaite transition avec toi, Coralie, qui est chargée de mission à l'ANA. Je te laisse la parole. Merci. Donc bonjour à tous. Je vais revenir déjà sur la question, et c'est un peu pour ça que je l'ai aussi posée à Sébastien, sur pourquoi l'ANA s'est dit jusqu'à 20 lots. Eh bien, pour une fois, on peut se dire qu'on a essayé de dépasser les effets de bord. C'est-à-dire que quand on essaye de... Pourquoi on a pris 20 lots? Parce que c'est un nombre moyen qu'on a sur des petites copropriétés en centre ancien, et puisque dans les petits centres anciens, on est plutôt en général maximum jusqu'à 10 lots, donc finalement on est assez large, mais en fait on avait envie de ne pas sortir de cette expérimentation des territoires de type métropolitain où on a des copropriétés un peu plus grandes. Bon, 20 lots, c'est vraiment pas beaucoup non plus, hein, mais qui peuvent être, qui auraient pu être évincées. Donc on s'est un peu dit, il y a ce que la loi permet, parce qu'elle permet à ces copropriétés de moins de 5 lots ou avec un budget faible de pouvoir avoir des mesures de gouvernance plus allégées, on va dire, ce qui n'est pas le cas pour les copros entre 15 et 20, mais pour autant avec des problématiques un peu similaires. Donc là, c'est aussi, là je vais un peu vous remettre la genèse de pourquoi on a créé cette expérimentation, enfin sans être trop long parce que j'ai 10 minutes, mais l'idée c'était vraiment quand nous, on regardait nos statistiques sur le traitement des copropriétés et les subventions qu'on attribuait aux parcs privés sur la rénovation énergétique, on se rendait compte qu'on avait un décrochage total de ce parc-là. En gros, les copropriétés moins de 20 lots avant 49, alors qu'elles constituent la majorité du parc de copropriétés en France, étaient celles qui étaient les moins touchées par nos aides. Donc, c'était vraiment pour essayer de dépasser ce constat et éviter aussi de mettre de côté une bonne partie du parc pour participer évidemment au schéma national bas carbone. Donc, il y avait vraiment cet enjeu-là de se dire comment, avec des régimes d'aide existants et un accompagnement existant, on arrive à juste adapter sans modifier l'intégralité de l'architecture de l'aide qui existe déjà, qui est MPR copropriété, que certains doivent connaître. Donc l'idée de cette expérimentation, c'était vraiment de répondre à 3 enjeux.
aller au maximum du potentiel du bâtiment. Donc, on essayait de sortir des limites, des seuils qu'on se fixait, des 35%, parce que 35% aujourd'hui, c'est le gain minimum qui doit être atteint par la copropriété pour bénéficier de MPR copropriété. Et donc, dans le cadre de l'expérimentation, si la copro n'atteint pas 35%, mais qu'elle fait le maximum du potentiel du bâtiment, alors on peut la subventionner, minimum 15%. Donc voilà, il y avait vraiment cette idée de se dire, si on abaisse le pourcentage de gain minimum, par contre, en contrepartie, on oblige à un diagnostic plus général de la copropriété et en fait, on en profite pour vraiment mettre le pied dans la porte. On sait aussi que c'est un parc qui malheureusement souffre d'un déficit chronique d'entretien. Alors, ce n'est pas vrai pour toutes les copros, mais c'est quand même assez important. Et donc, l'idée, c'était aussi de se dire, la réno énergétique est un peu notre cheval de Troie. Comment on rentre dans ces copropriétés, parfois par la réno énergétique, mais comment on s'assure que ce n'est pas les seuls travaux qui sont faits parce qu'il y en a d'autres qui pourraient être nécessaires. Donc, il y avait vraiment cet enjeu aussi d'essayer de voir la copropriété comme un ensemble de rénovation ou de mise à niveau nécessaire. Et ça permettait aussi de questionner, parce qu'on le remarque, les petites copropriétés sont rarement en chauffage collectif. Or, c'est un des postes de dépenses les plus importants et les plus générateurs de gains énergétiques. Donc, à partir de ce moment-là, il y avait aussi toutes ces questions-là qui se posaient sur est-ce que tous les travaux qu'on fait, l'enveloppe de travaux qui est réalisée d'habitude sur des travaux MPR copropriété n'est pas nécessairement la même qui est faite pour des petites copropriétés en centre ancien. Ensuite, il y avait aussi tout un enjeu. Nous, aujourd'hui, donc, on est sur un cadre expérimental. C'est quand même jusqu'en 2029. Et l'idée, c'est aussi d'accompagner des territoires qui sont déjà engagés sur la rénovation énergétique des copropriétés et le traitement de leurs copropriétés. On l'a un peu dit, les collègues l'ont un peu dit en amont, il y a quand même un enjeu aussi à structurer une intervention sur les copros qui sont aujourd'hui parfois les parents pauvres de la politique publique parce qu'une appréhension particulière à rentrer sur ce type de public. Voilà, je veux bien qu'on passe à la slide après. Oui. S'il te plaît. Bon, il y a beaucoup de texte, mais en le voyant, ça me. C'est aussi pour que vous ayez tout le retour. Donc, je vous ai mis concrètement les prérequis et les travaux à réaliser pour bénéficier de l'aide qui sont du coup un peu différents de MPR CoPro, tout en étant dans la même dynamique. Ce qu'on a imposé pour l'expérimentation, et qui n'est pas obligatoire pour MPR CoPro, c'est la maîtrise d'œuvre complète. C'est à partir de 100 000 € de travaux. Bon, en général, c'est souvent atteint, mais voilà, il y a vraiment ce sujet de maîtrise d'œuvre complète avec des compétences architecturales, structurelles et énergétiques. Thermiques. Donc, il y avait vraiment cet enjeu, vraiment comme je vous le disais, de se dire, quand on va regarder la copropriété, il est important de la regarder dans l'intégralité de ses travaux et de son bâti. Et ce qui ne change pas, par contre, c'est qu'il y a toujours besoin d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pour accompagner la copropriété. Donc, les syndics ne sont pas seuls. Et quand les entreprises répondent à des marchés de copropriété, il y a le syndic qui est mandataire et il y a un assistant à maîtrise d'ouvrage et un maître d'œuvre qui sont là aussi pour accompagner le chantier et les travaux, donc, et les ménages qui vont avoir ces travaux-là. Donc, je trouve que nous, c'est vraiment une demande qui nous avait été faite par les territoires de se dire comment on s'assure qu'il y a un package complet pour accompagner ce type de parc. Et ce qui change aussi, c'est l'obligation de réaliser un audit énergétique ou un diagnostic technique global. Alors, je pense qu'ici, ça pourra peut-être amener des débats sur mais est-ce qu'ils sont bien faits ou est-ce qu'on a il y a parfois de ces sujets-là, je ne rentrerai pas là, mais l'idée, c'était encore la même chose, de se dire quand on met le pied dans la porte pour ce genre de copropriété, on ne veut pas qu'elle regarde uniquement le gain énergétique et les travaux énergétiques, on veut qu'il y ait vraiment un scénario de travaux qui soit complet. Et si des travaux préalables doivent être réalisés, ils le sont avant de pouvoir réaliser les travaux de rénovation énergétique. Je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Et donc, sur les travaux, ce qui change assez peu, finalement, si vous accompagnez des immeubles ou même des habitations, des maisons individuelles, c'est qu'il y a toujours une liste de travaux recevables pour les copropriétés. Il faut atteindre un gain énergétique minimum de 15%. Donc, ce que je vous disais, c'est le maximum du potentiel. Donc, l'audit, le DTG doivent permettre de faire des scénarios et il faut répondre au scénario le maximum pour pouvoir bénéficier de l'aide. Et c'est là où arrive du coup la situation qui est parfois un blocage, c'est que si le scénario maximum
est correcte pour le bâtiment, mais qu'il y a des enjeux patrimoniaux ou des enjeux urbains de type empiètement sur les espaces publics, etc., la justification est apportée par la copropriété pour pouvoir dire, en fait, à ce titre-là, nous, on avait un programme de travaux, les contraintes ou en tout cas l'environnement architectural urbain de la copropriété ne permet pas de les réaliser, et donc on aura un autre programme de travaux qui sera le maximum finalement qui est possible pour l'immeuble. En fait, on est vraiment parti dans cette dynamique de se dire c'est des immeubles qui ont besoin d'être rénovés et en même temps, on ne veut pas créer des pathologies supplémentaires. On ne veut pas que ça soit quand bien même on a envie qu'il y ait plus de bâtiments rénovés, d'immeubles rénovés, on n'est pas sur les immeubles des années 60-70 avec des schémas entre guillemets plus simples. Et donc, on a vraiment tous ces enjeux-là. Là, par exemple, j'ai fait exprès de vous mettre, c'est un escalier dans une copropriété à Agde qui est classé de toute façon, donc, ou en tout cas inscrit. Et donc, il y a tous ces enjeux-là effectivement, toutes les isolations par l'intérieur, elles ne sont pas nécessairement possibles non plus. Donc, voilà, l'idée, c'était vraiment de pouvoir répondre dans la dentelle à tous ces centres anciens qui sont quand même ce qui constitue aussi le parc français et de copropriété et néanmoins ne pas les laisser de côté pour permettre la rénovation énergétique. Et je crois que c'était ma dernière slide. Pardon. Non. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Cette aide, elle est accessible pas pour tous les territoires. Elle est accessible aujourd'hui pour des territoires qui sont déjà engagés dans la rénovation de leur habitat privé. Donc, soit des territoires qui ont... alors, pour certains, je suis désolée, ça va être un peu barbare, des dispositifs pour les copropriétés, donc des opérations programmées d'amélioration de l'habitat coprodégradé, des opérations programmées d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain, donc OPA-RU ou OPA-CD, et des programmes opérationnels de prévention et d'accompagnement des copros. Et depuis le 1er janvier, les collectivités qui ont mis en place des pactes territoriaux France Rénov' avec un volet d'accompagnement aux copropriétés ça permet à ces territoires-là de pouvoir rendre leur copropriété éligible. Donc, on avait vraiment, alors pour des gens qui ne travaillent pas nécessairement tous les jours avec l'ANA ou en tout cas qui ne connaissent pas forcément tous nos dispositifs, je comprends que ça puisse être des conditions, de rajouter des conditions. L'idée, c'était vraiment de se dire, dans le temps imparti, jusqu'en 2029, c'est pas si long pour amorcer des copros, on avait aussi besoin de donner des solutions de sortie à des territoires qui étaient déjà engagés sur leur copro et qui butaient sur ces immeubles-là, qui n'arrivaient pas à pouvoir atteindre les 35%. Et je vous ai mis, et c'est cliquable, le petit lien, vous pourrez cliquer. On a créé une page internet qui s'appelle DataCopro, donc qui a été faite par l'ANA, où en fait, ce que vous avez comme sur le côté à gauche de votre écran, par exemple, là, j'avais pris Palmier, je crois, ou Pamiers, pardon. Et du coup, j'ai mis le périmètre de l'OPA-RU, donc le périmètre qui rend éligible les copropriétés. Vous avez tous les points rouges, ce sont des copropriétés, et vous avez des filtres que vous pouvez mettre. Et le filtre permet de savoir si la copropriété est éligible ou pas. Donc, c'est plutôt des outils d'information. Voilà, je vous l'ai remis, ça reste un outil descriptif qui est soumis à des mises à jour, mais ça vous permet aussi de comprendre, selon votre profil d'acteur, là où il y a des interventions qui sont déjà constituées par les collectivités et là où vous pouvez aller, où il y a de l'intérêt aussi, parce qu'on sait que la collectivité s'est engagée autour de l'habitat privé. Voilà, là, je crois que c'est vraiment ma dernière slide. Je vous ai mis des annexes aussi qui seront à la fin du PowerPoint sur des références, sur des documents à lire si vous souhaitez, sur comment on met en mouvement ces petites copros, etc. Un grand merci, Coralie, d'avoir un peu déblayé tout ça. Étant donné que tu vas devoir nous quitter et que tu ne seras pas là pour la petite partie questions-réponses, on va se le faire maintenant. Ta présentation a suscité pas mal de questions, à commencer par la première qui est est-ce que c'est, Lana parle de 20 lots, est-ce que c'est 20 lots en tout ou c'est 20 logements? Je pense que ça fait référence au fait que des fois il y a les garages, les caves qui sont considérés comme un lot. C'est 20 lots d'habitation ou moins. Ce qui permet encore de pousser un peu le curseur. Merci. Il y a une autre question, l'expérimentation donc inférieure à un valo, c'était exclusivement sur les territoires qui en faisaient la demande. Est-ce que c'est bien ça? Ou est-ce qu'il est encore temps de le demander ou est-ce que c'est trop tard? Eh bien, donc c'est ce que je vous disais, si le territoire
En fait, c'est à partir du moment où la collectivité, elle met en œuvre un dispositif de l'ANA. Donc, ce que je vous disais, OPA-RU, OPA-CD, POPAC ou volet 3 d'accompagnement d'impact territorial, ce qui, je pense, est la version peut-être la plus proche des gens qui sont connectés aujourd'hui. Donc, en fait, c'est encore possible. C'est encore possible à condition que la collectivité s'engage sur ces questions de copropriété. Là, nous, du coup, à la base, l'expérimentation, elle était sur 3 ans. Elle devait se terminer fin 2026. On a déjà obtenu qu'elle puisse être d'ores et déjà étendue prorogée jusqu'en 2029 parce qu'on avait très peur des effets stop and go. 3 ans, c'est très court. Donc, à l'échelle d'une copropriété, parfois c'est très long à l'échelle d'une vie, mais c'est court pour une copro. Donc voilà, donc c'est pas fini, mais il faut vraiment se rapprocher de son territoire selon quels acteurs vous êtes. Et puis, du coup, vraiment regarder, pour le coup, le site de l'ANA met aussi à disposition les périmètres de dispositifs, si vous avez besoin. Ça marche, merci. Il y a Léa Figueiredo, qui est une de nos intervenantes du bureau d'études Cénova, qui a une question pour toi, il me semble. Merci Coralie pour la présentation. J'ai plein de questions, mais sur les plus importantes, je voulais savoir si il était prévu, peut-être au cours de cette deuxième phase de l'expérimentation, d'ouvrir peut-être à un moment le dispositif en dehors des copros qui sont dans des dispositifs programmés ou pas. Et puis, du coup, est-ce qu'il y a un peu de visibilité sur la pérennisation de l'aide, puisque c'est super d'avoir eu déjà 3 ans en plus, mais est-ce qu'on peut imaginer voilà, une pérennisation au même titre que les aides MPR sur les petites copros? Et du coup, avec ça, est-ce qu'en fait, on a eu un bilan positif de ces 3 premières années qui permettent d'appuyer en cette faveur? Donc déjà, on a obtenu l'ouverture au volet 3 des pactes, ce qui était déjà pas forcément facile. Donc là, c'est que depuis le 1er janvier que c'est possible. Déjà, il y a ça. On s'est posé la question à un moment de généraliser. En fait, il y avait quand même un sujet territorialement que ça soit ouvert à tous. On avait quand même un sujet de vouloir prioriser les territoires qui sont déjà engagés sur ces questions-là pour éviter aussi le saupoudrage, alors qu'on a aussi des enjeux. Quand on parle d'une OPA-RU, par exemple, là, très bien les copros qui font de la réno énergétique. À côté, on a souvent des enjeux de renouvellement urbain, d'aménagement. Donc, c'était aussi donner une réponse territorialisée. Donc, on a eu des résultats, du coup, nous, ça nous permettait, on savait, les objectifs de l'EXP, c'était aussi de trouver des portes de sortie pour des copros en difficulté. En gros, on avait des copros en difficulté, on avait redressé et on les laissait sortir avec des étiquettes énergétiques pas top, quoi. Et donc, ça, pour nous, c'était plus possible d'accepter d'avoir mis parfois des millions sur des copropriétés. Donc, on a vraiment ces résultats-là où on a un vrai taux de transformation, notamment sur des OPA, sur des dispositifs de collectivités qui sont déjà très engagés. Après, on a quelques copros qui avaient en fait fait un DTG, un audit énergétique et qui butaient sur les 35%, qui du coup, ça les a débloqués. Ça a vraiment eu cet effet. Par contre, on a un très gros enjeu, malheureusement, c'est l'absence de communication vraiment structurée pour vraiment donner de la visibilité à l'aide, parce que je pense que malheureusement, aujourd'hui, elle est peut-être un peu encore trop confidentielle. Donc, d'ailleurs, merci d'avoir pu me laisser intervenir aujourd'hui. Et ta dernière question, c'était les perspectives. En fait, pour l'instant, nous, j'avoue, dans mon service, on en rigole un peu, mais notre grand mantra, c'est la stabilité des aides. Et en fait, on fait tout pour pas trop changer les aides. Donc là, déjà, on essaye de stabiliser celle-ci, à voir quand même, parce qu'il y a des adhérences avec le régime classique de MPR CoPro. Voilà, donc je pense qu'il y aura peut-être des petits ajustements, mais moi, à date, on ne va pas passer commande pour faire des ajustements, aussi parce que 2029, ça nous a permis quand même d'avoir un peu de visibilité. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tes questions. Et ensuite, après, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Préciser la notion d'audit, DTG inscrit dans l'instruction. Ce que je vous ai mis sur le PowerPoint, c'est littéralement ce qu'il y a écrit dans l'instruction. Et l'assistant à maîtrise d'ouvrage ne fait pas l'audit ni le DTG. L'acteur qui porte l'AMO doit-il être indépendant de la maîtrise d'œuvre? Oui. Je réponds rapidement, désolée, mais c'est oui. Hors énergie, annexe 2, autres travaux. Ah oui, la question, c'est est-ce que s'il y a des travaux qui ne sont pas des travaux énergétiques, on peut les embarquer dans l'assiette de dépenses? Je pense que c'est ça la question d'Olivier Leclerc. Alors, s'il y a des travaux dits induits,
c'est-à-dire que c'est des travaux de toute façon, puisqu'on touche telle partie du bâtiment pour la rénovation énergétique, il faut faire d'autres travaux. Oui, si c'est des travaux induits, on les prendra en compte dans l'assiette de dépenses. Par contre, si ça ne concerne pas directement des travaux, par exemple, refaire le plancher haut des caves, s'il n'y a pas d'isolation, le plancher haut des caves, il n'est pas pris en compte dans l'assiette de dépenses. C'est un exemple. Concernant les consultations, ça c'est une autre question. Pourquoi obliger le recours à une prestation de maîtrise d'œuvre complète qui peut être coûteux pour une petite copro? Eh bien, parce que, je vais le dire un peu frontalement, on a encore malheureusement des projets qu'on voit après derrière, qui ont été instruits, où en fait, comment dire, la capacité à comprendre le fonctionnement d'une copropriété et son aspect bâti, en fait, on avait encore malheureusement trop de fois où on avait des préconisations de travaux qui étaient au mieux peu correspondantes à la copropriété, au pire vraiment standardisées. Donc il y avait vraiment aussi tout un sujet, enfin nous malheureusement au niveau national on le voit, c'est bien sûr pas généralisé, hein, mais des copropriétés qui font des travaux uniquement rénovation énergétique sans calculer ce que ça va apporter comme poids sur la structure, sur ce genre d'éléments qui sont vraiment des éléments de fragilité de ce genre d'immeuble. Et ensuite, il y a une question, l'instruction se fait dans les délégations départementales. Ça se fait comme, c'est des aides à la pierre. Donc, c'est comme MPR CoPro. Donc, selon si c'est votre DDT ou la collectivité locale qui a la délégation, eh bien, l'instruction reste la même que celle de MPR CoPro. Fin de l'expérimentation 2029, eh bien, il faut qu'au 31 décembre 2029, le dossier intégral soit déposé pour une demande de subvention. Ça veut dire ça. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Coralie. Efficace. Ouais, désolée, je vous mets un peu dans un TGV, mais même pour la suite du webinaire. C'est très bien. Il y a une petite question sur ce que c'est la définition d'une copro fragile. Ouais, alors là, pour MPR copropriété stricte, le fait d'avoir 8% d'impayés ou d'être dans un territoire, dans un périmètre de renouvellement urbain en rue, rend la copropriété fragile et éligible à une bonification du régime d'aide. C'est vraiment les deux critères. Soit 8% d'impayés à l'arrêté des comptes, soit être dans un périmètre en rue. Merci. Et il y avait Romain qui avait levé la main pour poser directement sa question. Si c'est toujours d'actualité. Oui, enfin, a plus ou moins répondu, mais par rapport à l'audit, il y a beaucoup de... Alors j'entends bien que c'était marqué sur le PowerPoint. Il y a encore beaucoup de questions sur la forme de l'audit. Est-ce que c'est l'audit qu'on attend au 1er janvier 2027 ou est-ce que c'est audit/évaluation énergétique 3CL? Là, c'est vraiment audit. Pour le coup, on n'est plus. C'est vraiment pour l'expérimentation, on est déjà dans l'audit ou dans le DTG et pas dans l'évaluation énergétique type MPR CoPro qu'on a accepté jusque-là. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, le référentiel pour notamment le RGE audit collectif, il n'est pas encore validé par la DHUP et la direction de l'énergie sur la méthodologie. Je ne saurais pas vous répondre dans le détail puisque ce n'est pas moi directement qui m'en charge. Je suis désolée. En fait, j'ai peur de vous dire des bêtises, donc je me note la question et j'essaierai de faire un retour à Annelise. Si ça vous va. Avec plaisir. Et sur le DTG, donc j'ai bien vu également le détail. Donc c'est différent d'un DTG que peut faire un diagnostiqueur au sens du CCH. C'est vraiment un diagnostic technique global pour le coup, comme en fait, c'est pour ça que je le disais en introduction. Moi, je trouve que c'est un peu. En fait, je suis obligée de rentrer dans nos dispositifs, on est obligé de rentrer dans les clous de ce qui existe par la réglementation faite par le ministère du Logement. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un détail sur l'intégralité de l'enveloppe de la copropriété, quoi. Donc, mais il me semble que le DTG, pour le coup, il y a un texte qui le définit. Oui, il y a le code de la construction et de Ouais, c'est l'habitation. dans le CCH. C'est ça. Ouais, c'est le L731 pour la L731-1. copro si elle a moins de 10 ans, qu'elle est mise en copropriété. Nouvelle mise en copropriété. Alors, si la copropriété elle a moins de 10 ans, sa période de construction ou sa mise en copro? Alors, je ne sais plus si c'est moins ou plus de 10 ans, c'est par rapport à la période de construction, effectivement, qu'il y a une mise en copropriété. Je ne pense pas les copropriétés qui ont moins de 15 ans, déjà. Ouais. Donc voilà. Et le DTG, oui, il est obligatoire pour la mise en copropriété de mémoire. Oui, c'est ça.
Et enfin, donc, si j'ai bien compris, donc, si on est sur une copro en difficulté, que donc, les travaux, c'est en dehors de travaux induits ou de travaux d'économie d'énergie, c'est un dossier à part. C'est pas dans le même En, perco. en fait, ouais, alors, je vais essayer d'être simple pour pas trop perdre les autres, parce que je crois que vous comprenez bien, mais que peut-être ça va pas forcément être clair. En gros, à l'ANA, on a deux régimes d'aide. On aide de façon différente les syndicats de copropriété, enfin, et voilà, il y a deux façons différentes. Il y a une façon qui est historique, c'est le traitement des copropriétés en difficulté, donc ce dont on parle, c'est des copropriétés qui sont listées par les collectivités locales avec une convention, donc c'est un plan de sauvegarde, une OPAS CD par exemple. Ces copropriétés-là, c'est l'intégralité de leurs dépenses de travaux qui peuvent être subventionnées. Donc, des travaux de redressement, de structure, etc. Et si elles font les 35% ou les 15% minimum pour l'expérimentation, elles ont une bonification. Donc ça, c'est un régime particulier. Et ensuite, le régime dit de droit commun, c'est le régime d'aide pour MPR Copro, plus classique, où là, on ne finance uniquement que les travaux de rénovation énergétique et les travaux induits éventuellement. Voilà. Donc, et d'un côté, dans le premier cas que j'ai cité, c'est vraiment la collectivité locale qui est à la main de ce dispositif-là. La copropriété, elle a un assistant à maîtrise d'ouvrage qui est choisi par la collectivité, etc. Là où le cas plus classique, la copropriété choisit par elle-même son assistant à maîtrise d'ouvrage et choisit, voilà, elle est vraiment en toute autonomie, entre guillemets, la copro dite saine ou fragile, quand elle a 8% d'impayés par exemple. Elle est vraiment en toute autonomie, ce qui est un peu moins le cas pour les copropriétés dites en difficulté qui sont vraiment ciblées par la collectivité locale pour intervenir sur l'intégralité des champs de redressement d'une copropriété, donc sa gouvernance, etc. Je ne veux pas trop m'étaler parce que j'ai peur de prendre trop de temps. Désolée, Annie. Pas de souci, on est dans les temps. Ok, super. On va prendre une dernière question. Est-ce que... Non, je crois qu'on a bien balayé. Un grand merci, Coralie, pour ta présence. Ouais. Okay, un grand merci, Coralie. Je te libère. Merci à vous tous. Je dois vous quitter, mais Anis, tu me feras passer les questions si tu as besoin. Et vraiment, j'ai mis des slides après d'annexes qui peuvent aussi vous aider ensuite quand vous serez dans le dur. Mais bon courage à vous et j'espère qu'il y aura plein de petites copros rénovées en Occitanie. Ah oui, si, il y avait le petit cadre de fin. Est-ce que tu as un message à faire passer ou une actu? Là, c'était un peu mon message de fin. Mais vraiment dire que nous, à l'ANA, on prévoit des régimes d'aide. On sait la difficulté parfois que c'est d'aller sur les petites copropriétés. Vous dire que c'est pas parce qu'une copro vote défavorablement à des travaux la première année qu'elle ne fera pas ses travaux. Il y a vraiment une sociologie particulière des copros et voilà, il y a un temps long, mais c'est souvent pour le mieux, pour des travaux réussis. Donc voilà, il faut être patient, ce qui n'est pas forcément simple, mais je pense que ça va se mettre en mouvement et c'est ça qui est chouette. Donc bon courage à tous pour les accompagner aussi. Un grand merci pour tes encouragements. Bonne journée. Merci, Annie. À bientôt. Ciao. Donc pour celles et ceux qui avaient peut-être mis le webinaire en fond d'écran, il y a un petit sondage qui est apparu. Merci à celles et ceux qui ont répondu. Donc on voit bien que on n'est pas encore lancé dans cette expérimentation. Je vais laisser la parole à Léa. Donc je t'invite à mettre ta caméra et ton micro. Tu es responsable commercial Cnova, donc bureau d'études, petite spécialité dans les copros de l'agence Méditerranée. Merci Anne-Lise. Bonjour tout le monde. Alors, effectivement, Léa Mathieu Figueiredo, pour commencer, je vous propose une petite présentation un peu rapide de qui on est chez Cnova pour vous expliquer d'où on vient et pourquoi est-ce que ce sujet de la petite copropriété a éveillé notre intérêt et donc du coup, pourquoi est-ce qu'on participe aussi aujourd'hui à ce webinaire. Donc Cnova, on est une entreprise à mission. C'est important pour nous. On s'engage sur des objectifs écologiques et environnementaux. Et on a pour objectif de massifier la rénovation de l'habitat collectif, du bâtiment et plus particulièrement de l'habitat collectif et tout particulièrement des copropriétés. Aujourd'hui, on existe depuis 2009, donc depuis plus de 15 ans. Et on a travaillé principalement sur les copropriétés, donc qui ont effectivement une sociologie bien particulière, un mode de fonctionnement bien particulier. Et on est convaincu que c'est en agissant
auprès de ces acteurs que on permettra la massification, la rénovation de notre parc, ce qui est un objectif de la stratégie nationale bas carbone et un objectif qui nous tient particulièrement à cœur en tant qu'entreprise à mission. Du coup, on est aujourd'hui une équipe, si tu peux revenir, ouais, merci sur la présentation. On est une équipe de 130 collaborateurs présents partout sur le territoire et principalement dans les plus grandes métropoles. On a internalisé au sein de l'entreprise l'ensemble des compétences et l'ensemble des métiers qui nous permettent de suivre une copropriété depuis le début de la réflexion sur son projet de rénovation. Donc au moment de la réalisation soit de son DTG, audit énergétique, ou de son 3PT DPE, jusqu'à la phase de rendu réception des travaux. Et donc on est à la fois bureau d'études, on était mandaté par la région dans le cadre du programme Rénov' Occitanie sur sa première mouture pour la réalisation des audits énergétiques sur le territoire de l'Occitanie. On est également maître d'œuvre tout corps d'État. Donc, on fait à la fois la conception technique architecturale des projets et aussi le suivi de chantier. Et puis, on a intégré dans notre champ de compétences le métier d'AMO pour pouvoir réaliser cette fameuse ingénierie financière qui permet aux copropriétés d'aller bénéficier des aides, notamment les aides MaPrimeRénov', mais également l'ingénierie financière liée au C2E et aux autres financements qui peuvent être réalisés. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 3000 copropriétés sur des projets de rénovation. Et on a aussi accompagné des syndics par de la formation et on travaille étroitement avec les conseillers France Rénov' sur le territoire. Et donc, du coup, ce maillage territorial à l'échelle du pays nous donne aussi une bonne visibilité, une bonne compréhension des enjeux autour de la rénovation. Et donc, effectivement, la petite copropriété, c'est la majeure partie du parc. Et donc, on a pris conscience du fait que, au-delà de rénover les grands ensembles, il y avait un enjeu à s'intéresser plus particulièrement à ces petits projets. Et donc, l'exemple qu'on a voulu vous donner aujourd'hui d'une copropriété qui a réussi sa rénovation et qui va là prochainement, dans les prochains mois, commencer ses travaux, c'est une copropriété basée à Montpellier, donc qui s'appelle le Riverain et qui présente vraiment les caractéristiques un peu classiques et évidentes qui permet à une petite copropriété d'accéder à ce type de projet et donc du coup de réussir sa rénovation. Et ça donne aussi en creux en fait les difficultés des autres petites copropriétés et ça permet de voir ce qu'il faut modifier et ce qu'il faut transformer pour que ça fonctionne mieux. Donc, qu'est-ce que c'est que les spécificités de cette copropriété? Donc, on est sur un bâtiment, elle cumule pas toutes les difficultés. On a vu tout à l'heure avec la présentation de Coralie que effectivement, voilà, on pouvait avoir des copropriétés en centre ancien. On a vu aussi qu'on pouvait avoir des copropriétés encore plus petites. Là, on est sur du 14 lots. On peut avoir des copropriétés de moins de 10 lots. On peut avoir aussi des copropriétés qui sont dans des situations financières très dégradées. Là, aujourd'hui, cette copropriété-là, elle était saine et elle était sur un bâti assez classique. Et donc, du coup, sa spécificité, c'était vraiment d'être une petite structure et donc, du coup, d'avoir un enjeu à la fois sur le programme de travaux et sur le montage financier. Et en fait, ce qui a fait que cette copropriété-là était un petit peu au pied du mur quand on a rencontré les copropriétaires, c'était que ils avaient une chaufferie fuel, ils étaient classés E. Donc pour Montpellier, quand même, être classé E, c'est déjà être vraiment quand même en bas du panier dans les classements énergétiques. Et ils avaient un sujet d'urgence parce qu'il fallait qu'ils changent cette chaufferie. Ils avaient des problèmes de gestion. Ça créait même des problèmes relationnels au sein des copropriétaires à cause de cette chaufferie fuel. Donc, comme ils se sont retrouvés au pied du mur, ils sont très vite allés vers un programme de rénovation et ils étaient prêts à engager le coût de la conception parce qu'il y avait cet enjeu avec la chaufferie. Et puis, au cours de la conception, en fait, on a été en mesure de leur proposer un programme de rénovation ambitieux que eux ont validé et sur lesquels ils avaient vraiment envie de s'engager. On est allé chercher plus de 50% de gains d'économie d'énergie.
Donc, on a pu financer par MaPrimeRénov' plus de 45% du projet et du montant des travaux. On est passé d'une classe énergétique E avec cette chaufferie fuel à une classe énergétique B, puisqu'ils sont partis sur une chaudière biomasse. Donc, on est vraiment sur, en plus, une copropriété exemplaire en termes de programme de travaux, de matériaux utilisés et donc, du coup, de volonté aussi vraiment d'aller vers le mieux dans leur programme de rénovation. Et ce qui fait que c'est ajouté à ça les C2E qui vont pouvoir être bonifiés, peut-être effectivement aussi le fonds chaleur qui va pouvoir être utilisé sur la copropriété. Et donc en fait, on se retrouve avec des copropriétaires qui revoient complètement, enfin rénovent de fond en comble leur copropriété avec un programme de travaux très ambitieux et pour autant des quotes-parts qui sont relativement classiques en fait entre 17 000 et 20 000 euros de quote-part aide déduite, sans compter les C2E, sans compter le fonds chaleur. Et donc, du coup, finalement, à la fois un coût à l'entrée qui a été accepté parce qu'il y avait cette urgence et un montage financier qui rendait vraiment le projet de rénovation extrêmement attractif pour les copropriétaires. Et donc, ça, c'est vraiment le point qui a permis de déclencher enfin, l'ensemble des points qui ont permis de déclencher le projet et de le faire voter en travaux. Et puis ensuite, un autre élément clé, au-delà des aspects techniques et financiers, c'est qu'effectivement, sur le plan relationnel et humain, on avait une vraie motivation de l'ensemble des copropriétaires qui se sont vraiment unis autour de ce projet. Et ça, c'est un élément clé d'une réussite de projet. Ça, on le voit, nous, que ce soit à l'échelle d'une copropriété de 14 lots, mais aussi sur une copropriété de 200 lots. Il faut une unité, une volonté des copropriétaires. Et puis, un accompagnement du syndic qui soit aussi présent et qui soit là pour aider les copropriétaires dans le projet. Et donc, du coup, tous ces éléments-là, ça met aussi en regard les difficultés qui peuvent être rencontrées par les autres copropriétés, que ce soit un coût à l'entrée élevé, des quotes-parts de travaux très importantes, parfois aussi un manque de disponibilité des professionnels du bâtiment qui vont réaliser les travaux parce que la copropriété est trop petite, difficilement accessible quand on parle de centre ancien, avec des aspects techniques plus complexes à réaliser. Parfois, il n'y a pas de syndic, on est sur un syndic bénévole, donc il y a aussi un maillon de la chaîne parfois qui peut manquer. Et donc, du coup, face à ce constat d'une copropriété qui réussit son programme de rénovation malgré sa taille, on s'est interrogé sur une manière qu'on pourrait trouver à notre échelle de massifier justement ces projets et en proposant une offre qui fonctionne. Et là-dessus, Annelise, tu peux passer à la slide suivante. On a décidé de construire cette offre de contractant général que je vais vous présenter très brièvement parce que c'est une architecture assez complexe et puis bon, peut-être il y aura des questions, peut-être n'hésitez pas après à revenir pour en discuter plus précisément. En fait, ce projet, il a été rendu possible parce que l'ADEME a lancé un appel à projet en 2023 auquel on a répondu et pour lequel on a été lauréat, qui est l'appel à projet Oreno, qui avait pour objectif à la fois de massifier les projets de rénovation, de simplifier les dispositifs de rénovation et de proposer une offre qui favorise le guichet unique, la fameuse offre de One Stop Shop, en proposant en fait une solution tout intégrée. Donc du coup, l'idée, c'était de fonctionner comme sur le marché public aujourd'hui, avec le modèle de la conception-réalisation, et de l'appliquer au marché privé avec cette offre de contractant général où le contractant répond à la fois en tant que maître d'œuvre et entreprise de travaux et propose à la copropriété une solution tout intégrée où la copropriété elle s'engage directement sur un projet technique qui est complet, qui est réalisé, des esquisses architecturales, une valorisation énergétique annoncée du projet et puis des montants de travaux avec des entreprises qui répondent sur le projet. Et donc, on passe directement de la phase audit énergétique à la phase vote des travaux. Aujourd'hui, cet appel à projet, il a été ouvert à plusieurs lauréats. On est 7 lauréats sur la première vague. Et
Et en fait, chacun est allé un peu proposer une offre différente. Enfin, en tout cas, on est dans la phase de l'expérimentation, donc chacun y va aussi de sa proposition. Nous, on a fait le choix de diriger cette offre vers les petites copropriétés parce que on y voit un intérêt et une facilité justement par rapport à des plus grandes copropriétés pour lesquelles bah, ce coût à l'entrée il est plus faible. C'est plus, on parle à 200, 300 copropriétaires, donc il faut prendre le temps. Alors que finalement, bah, voilà, une copropriété de 10, 12 lots, on peut tous se mettre autour de la table lors d'une réunion et avancer plus vite sur le projet. Et donc, en fait, l'offre, elle propose à la fois un dispositif qui est plus simple, on va à l'essentiel. On a déjà des entreprises avec lesquelles on travaille, donc en fait, on s'exonère, puisque j'ai vu la question qui a été posée, on s'exonère en fait de la phase de consultation des entreprises, donc on gagne du temps et on travaille directement sur le projet technique et on fait pas des allers-retours avec les copropriétaires sur le projet technique. On va à l'essentiel. On propose en 6 mois un projet qui est construit, complet, chiffré. Et bah, on offre du coup cette phase de conception, puisque en fait elle est réalisée au moment où on remet ce devis. Et en plus de ça, on s'engage sur une garantie de résultat et plus uniquement sur des moyens engagés. Et donc, à notre sens, aujourd'hui, ça fait partie des clés de réussite et en tout cas des outils mis à disposition des petites copropriétés pour répondre à cet enjeu de massification. Et j'ai fini. Merci Léa pour pour ce retour d'expérience de cette petite copro et la présentation de ce projet Oreno. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Parmi vous, intervenants, intervenantes, notamment. Non. Ouais, Véronique. Oui, en fait, tu parlais de 100 lots. En fait, c'est vraiment ce dispositif, il est réservé aux petites copros ou à tout type de taille de copro? Il n'est pas réservé aux petites copros, il est ouvert à Ah, voilà, tous. ouais. Parmi les D'accord, lauréats, il y a aussi des lauréats qui, eux, ont décidé de centrer d'accord. l'offre sur les grandes copropriétés. Nous, c'est pas notre vision, c'est pas notre choix. On s'est dit qu'il y avait cet intérêt pour les petites copros. Maintenant, effectivement, n'importe quel copro peut candidater à ce dispositif. D'accord, merci beaucoup. Il y a une petite question sur notamment les 3 devis présentés pour la maîtrise d'œuvre lors de l'AG. Ouais. Ouais. Tout à fait. Bah, du coup, non, effectivement, on n'a pas 3 devis présentés. En fait, l'offre, elle vient comme un package. Et ce qu'on propose, c'est plutôt de mettre de mettre en regard différents contractants généraux. Donc, par exemple, avec notre groupement, en tant que Cnova, en tant que contractant général, on va proposer une offre avec ben, des propositions techniques et un coût chiffré des travaux. Et puis, il y aura un autre lauréat qui va proposer bah, une autre offre technique avec peut-être un chiffrage plus important ou plus faible de travaux. Et en fait, la copropriété, elle s'engage avec un contractant général sur le package dans son ensemble. Annelise, je crois que ton micro il est coupé. Oui, merci. Est-ce que tu peux développer la garantie de performance? Est-ce que c'est uniquement en chauffage collectif? Oui, là, nous, on va plutôt suivre les consommations sur le chauffage collectif. Et aujourd'hui, la partie garantie de performance, elle est encore en construction. Donc, je peux pas vraiment vous en dire davantage à ce niveau-là. Et la dernière question, est-ce que tous les copropriétaires doivent être OK avec cette offre? Ça va être le même mode de prise de décision et de vote que sur un projet classique en rénovation. Donc, article 25, article 24. Ça marche. Merci beaucoup, Léa. On va en revenir après si d'autres questions se lancent. Je vais laisser la parole à Véronique Marty. Tu es directrice des Compagnons Bâtisseurs Occitanie et tu vas pouvoir nous donner un petit tips pour baisser le reste à charge
des rénovations des petites copros. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est plutôt comment les compagnons bâtisseurs, on a développé une petite action, un petit outil complémentaire à tout ce qui existe par ailleurs pour aider en fait les petites copropriétés à entretenir leurs bâtiments, leurs parties communes notamment intérieures. Nous, brièvement, les compagnons bâtisseurs, on a un réseau national qui existe depuis plus de 65 ans d'éducation populaire, de lutte contre le mal logement ou l'amélioration du cadre de vie. Tu peux passer. L'enjeu, c'est de participer avec des habitants à faire des travaux bâtiments avec eux et pour eux, alors qu'ils soient propriétaires, locataires ou justement, on va le voir, copropriétaires également. C'est ce qu'on a développé il y a quelques années. On fait du coup avec eux, pour eux, ensemble. On dispose en tout cas des assurances civiles professionnelles et décennales pour mener à bien des chantiers de rénovation et de réhabilitation bâtiments. Ça se manifeste concrètement par, on fait des travaux avec les gens, chez les locataires, c'est de l'entretien locatif, chez les propriétaires occupants, c'est plutôt du tout corps d'état bâtiment. À côté de ces chantiers-là, on a une palette d'activités connexes, des animations de bricolage et autres. Tout ça, l'enjeu, c'est vraiment pour que les gens puissent se rencontrer et le cas échéant s'entraider. Voilà, de manière générale. Cette démarche d'auto-habitation accompagnée, elle est reconnue par l'ANA depuis 2015. Dès lors qu'on intervient chez les propriétaires occupants, ça peut être cofinancé par l'ANA. Alors, l'objet d'aujourd'hui, c'est comment les compagnons bâtisseurs, tu peux passer, se sont lancés dans l'appui aux copropriétaires. En 2019, alors en Occitanie, on intervient sur plusieurs départements. Il s'avère qu'on intervient beaucoup dans les appartements de locataires du parc privé, donc des petites copropriétés en centre ancien notamment, que ce soit à Béziers, à Narbonne, Bagnols-sur-Cèze, etc. Il s'avère que sur le territoire de Béziers, il y a maintenant plus de 6 ans, des copropriétaires, des locataires, pardon, nous demandaient quand on descendait dans la cage à escalier, où est-ce que vous pourriez pas nous aider à refaire la cage à escalier, etc. Alors je dis bien, ouais, c'est des locataires qui demandaient ça aux compagnons bâtisseurs. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de se dire, ah mais il y a des besoins dans les parties communes intérieures des petites copropriétés. Peut-être qu'en menant des chantiers participatifs avec les habitants qui soient copropriétaires, propriétaires bailleurs, occupants, éventuellement locataires, il y a peut-être un axe là à développer pour les aider. Et c'est comme ça qu'on a innové, entre guillemets, sur le territoire de Béziers avec l'appui de la politique de la ville, notamment au départ. On s'est dit, ben voilà, il y a du bâti dégradé dans la copropriété, les gens ne se parlent pas forcément entre eux au niveau de la gouvernance. Ben, peut-être que de leur proposer un chantier ensemble où on fait de l'entretien courant, des parties communes intérieures, je précise, hein, ça peut permettre de faire en sorte qu'ils se parlent, etc. Et qui plus est, améliorer la gouvernance et qui plus est, s'engagerait sur des travaux bien plus importants que l'entretien des parties communes intérieures. Et du coup, tu peux passer. À titre expérimental, du coup, on a développé une petite méthodologie tout à fait simple pour tous ceux qui sont autour de l'écran. C'est on ne peut plus simple. Il y a forcément des opérateurs, des partenaires qui nous orientent ces petites copropriétés, ces copropriétés par le biais de propriétaires qui ont manifesté des besoins, des envies d'amélioration de leur intérieur, partie commune. Et alors à ce moment-là, nous on fait des visites, on élabore des projets. On le soumet évidemment, comme l'a rappelé Sébastien, comme c'est des petites copropriétés, vraiment des très petites, hein, on verra, c'est maximum 5-6 lots. On soumet ces projets-là, ils le soumettent entre eux, etc. Et voilà, et on engage les travaux. En image, ça va être plus parlant pour vous. Hop, ça c'est une des premières copropriétés que l'on avait menées sur Béziers. Voilà, tout simplement, 3 lots, du R+3. C'est tout simple. Généralement, les natures de travaux, c'est, vous imaginez bien, c'est de l'entretien des parois murales, etc. L'aîné de marche. Là, il s'avère qu'on a fait des sous-basements à la chaux. Là, par exemple, c'est une autre copropriété également. Vous voyez à peu près l'état, vous arrivez à deviner. Toujours pareil. Les enjeux d'enduit parce que c'est pas propre, etc. C'est vraiment ça. L'enjeu, c'est vraiment d'améliorer parce que c'est le cadre de vie. On rentre chez soi par la partie commune, on a envie qu'elle soit propre. Et l'air de rien, ça peut être des travaux aussi
de pose de système d'accès vigique et interphone. On refait parfois l'électricité. Enfin, voilà, c'est des petits chantiers, l'air de rien. On est vraiment dans la définition de ce qu'a rappelé Sébastien tout à l'heure. Les petites copros, on fait les chantiers avec les gens, on mobilise propriétaires, bailleurs, occupants, mais également, parfois, ça va vous paraître incongru, mais des locataires également, qui se disent, ah ben, oui, c'est intéressant, je peux apprendre à faire, à peindre, etc., en participant. Elles sont parfois très dégradées, comme vous pouvez l'observer sur les photos. Voilà, tout simplement, tu peux les passer, hein. Là, par exemple, sur celle-là, CoPro, vous aviez deux propriétaires bailleurs parisiennes qui sont descendues sur leurs vacances pour contribuer en fait au chantier. Alors, Annelise, elle a présenté notre action comme étant une possibilité de baisser le reste à charge, effectivement. Des travaux tels que vous les voyez à l'écran, généralement, c'est des travaux, si elles étaient faites par des entreprises, ça peut aller jusqu'à aller, on va dire, une moyenne Ouais, tu peux le générale, hein, prendre, tu peux le garder. sur N plus 2, N plus 3, ça peut être du 15 000 euros. Là, ils ne payent que les matériaux, puisque le reste, et après, c'est de l'huile de coude, comme disent les agences immobilières qui sont partenaires avec nous. Le fait que les gens participent, c'est de l'apport en industrie. Nous, on va chercher des fonds par ailleurs, et ça permet, comme l'a dit Annelise, de baisser le reste à charge des copropriétaires. C'est pour ça qu'ils s'investissent dans les travaux. Alors, si tu peux revenir juste sur la première page du Zoom numéro 5, on va s'arrêter 2 minutes sur celle-ci. C'est une copropriété, tu peux, hop, je crois que juste avant, si tu permets, voilà, celle-là. Là, c'est sur le Grand Narbonne. Les collègues du Grand Narbonne sont, je pense, autour de l'écran. Là, c'est une copropriété qui a été identifiée par le CFR, dont les besoins qui avaient été exprimés au départ étaient la toiture, parce qu'elle était très dégradée, et la façade en priorité. Et du coup, c'est là où l'espace Conseil France Rénov', la Maison de l'Habitat et du Développement durable du Grand Narbonne, c'est eux qui nous ont sollicité pour le coup pour qu'on rentre dans la danse du tour de table pour mener à bien en fait une rénovation un peu plus globale que uniquement la toiture et la façade. Et c'est comme ça qu'on a pu être sollicité, proposer l'autoréhabilitation des parties communes intérieures avec les propriétaires bailleurs en l'occurrence. Et tu peux passer s'il te plaît. Hop, voilà, donc ça a été validé. Et sur la dernière, vous allez voir là, du coup, c'est un plan de financement général pour le coup, un plan de financement mené par les collègues de l'ECFR, voilà, qui a engagé, du coup, qui a impliqué des entreprises pour les lots de travaux prioritaires. Et puis, et nous, en complément, et voilà, avec une répartition financière, on a activé tous les dispositifs financiers qui pouvaient être mobilisables sur le territoire à l'instant T. C'était l'année dernière. Voilà, c'était pour vous montrer que ouais, les interventions dans les petites copropriétés avec de l'huile de coude, en se mobilisant tous autour de la table, on arrive à faire des petites choses. Et l'enjeu, enfin des petites choses, pardon, hein, c'est pas neutre. En tout cas, c'est des natures de travaux qui font que les copropriétaires derrière, quand même, ils se parlent, ils se sentent mieux. Et parfois, ça a permis également, je ne l'ai pas précisé, mais ça a permis à des petites copropriétés qui n'étaient pas organisées de s'organiser. Auquel cas, bah, c'est nos partenaires sur le territoire qui prend le relais sur l'accompagnement, comme l'a dit. Dans l'Hérault, il y a eu 2 copropriétés qui ont pu être organisées à l'issue de notre passage avec l'appui de la DIL derrière. Voilà, c'est un maillon de la chaîne, c'est un petit plus. Voilà. Merci Véronique, ça montre que la démarche n'est pas seulement environnementale, mais aussi sociale. Donc je trouvais ça très chouette de pouvoir présenter cette action. Il y a une petite question dans le chat qui est les travaux menés en ARA, donc autorénovation accompagnée, pour celles et ceux qui ne sont pas au fait de ce acronyme. Est-ce qu'ils peuvent être financés dans le cadre des subventions ANA ou des aides locales?
Alors, jusqu'à présent, nous, on était financés par des aides locales. Tout à l'heure, Coralie, elle parlait de la complémentarité avec d'autres politiques publiques locales. Nous, en l'occurrence, on se fait financer par le biais de la politique de la ville ou les services habitat des agglos qui peuvent nous contribuer, en tout cas, au cofinancement de l'action. Et justement, c'est intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment on pourra bénéficier, le cas échéant, avec cet accompagnement spécifique en chantier participatif, des aides de l'ANA. C'est une question que j'aurais pu poser à Coralie, voir comment on peut s'intégrer, en fait. On le mettra dans le... Je lui enverrai la question et je le mettrai dans la suite. Ouais. Et en termes de bilan, vous dire qu'on en a fait une quinzaine et qu'à Béziers, on est financé, on est rentré dans le dispositif ANRU, c'est cofinancé par l'ANRU et l'ANA. Voilà, ça fait l'objet d'une FAT spécifique et ça fait 6 ans maintenant sur Béziers qu'on le fait. Donc, c'est aussi un autre axe de financement, bien entendu. Merci Véronique. Ensuite, on va passer à la dernière présentation qui va être très rapide puisqu'il n'y a qu'une seule slide et c'est très chouette parce que là, on est dans le cas d'une petite entreprise qui faisait de l'isolation par l'extérieur de maisons individuelles et qui se lance sur le marché, qui ose se lancer sur le marché des petites copros. Véronique, c'est à toi. Oui, alors pour commencer, déjà pour préciser, en fait, mon entreprise, l'atelier de l'isolation, on réalise tout type de travaux d'isolation, pas uniquement l'isolation par l'extérieur. On isole aussi bien les toitures, les murs, les planchers par l'intérieur ou par l'extérieur. Voilà, c'était juste pour resituer un petit peu. Et donc, en fait, oui, mais moi, j'interviens vraiment à l'autre bout de la chaîne par rapport à l'essentiel des intervenants là, qui encadrent les systèmes d'aide, etc. Nous, on est vraiment dans l'opérationnel, hein, parce qu'on est l'entreprise qui réalise les travaux. Et donc, pour ce qui concerne les copropriétés, effectivement, pour nous, ça présente un certain nombre de contraintes, puisque, comme on en a parlé, il y a le processus de décision qui peut être long avec les passages en AG, etc. Donc, c'est des fois compliqué d'avoir une vision de l'intégralité du processus. Après, il y a une autre difficulté qui est plus commerciale, c'est de rentrer chez les syndics qui ont bien souvent des habitudes de travail avec un certain nombre d'entreprises. Et après, c'est la difficulté de mettre à jour les devis quand le processus dure plusieurs années, mais si j'ai bien compris qu'effectivement, c'est des fois nécessaire pour que les choses avancent dans la tête des gens, pour que il y ait une sorte de maturation qui se fasse sur l'idée même du projet. Donc, je comprends très bien que ça puisse prendre plusieurs années. J'habite moi-même dans une copropriété, donc je connais très bien le sujet, aussi de ce côté-là, de l'autre côté. Après, d'un point de vue entreprise, ça présente aussi des avantages. Nous, on est beaucoup soumis en travaillant avec les particuliers, avec les allers-retours. Vous avez tous entendu parler des stop and go qu'on subit sur MaPrimeRénov' pour les particuliers. C'est très perturbant au niveau de l'activité. Donc, le fait que MaPrimeRénov' copro soit plus stable, ben, ça peut aussi apporter un complément d'activité et avoir des dossiers qui soient où on a une visibilité plus claire en fait sur la durée. Parce que même pour les particuliers, hein, les décisions, ça peut des fois prendre plusieurs années aussi. Ensuite, un autre avantage, c'est que ben, forcément, c'est des chantiers qui potentiellement sont plus importants. Là, j'ai réalisé un devis pour une copropriété et ben, le devis, c'est 38% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Donc, effectivement, si on arrive, même si c'est pas tous les ans, mais ne serait-ce qu'un an sur deux, avoir un chantier dans une copro, bon, ben forcément, ça apporte une complémentarité et ça apporte du souffle aussi au niveau de l'activité qui n'est pas soumis aux contraintes voilà, de MaPrimeRénov' copro. On a vu l'année dernière, tout s'est arrêté en juin. Là, c'est en train de repartir. Enfin, c'est très compliqué. Et ensuite, à l'inverse de la difficulté de rentrer dans les syndics, si on arrive à rentrer, à avoir des bonnes relations commerciales avec quelques syndics, ne serait-ce que 2 ou 3, hein, parce que nous, on est une petite entreprise, ça peut apporter
un complément d'activité, une collaboration régulière. Et donc, en termes d'activité, ça peut être aussi intéressant d'un point de vue stratégique. Voilà, donc c'est assez basique. Là, pour le coup, c'est plutôt pragmatique, hein, plutôt dans la gestion commerciale et stratégique d'une petite PME du bâtiment. Voilà. Merci beaucoup, Véronique, pour ton témoignage. Avec plaisir. Dans les inscrits, il n'y avait pas forcément beaucoup d'entreprises ni d'artisans artisanes. Bon, ça montre aussi que ils n'y vont pas forcément. Il y a pas mal de freins que tu as évoqués. Donc, Oui. il y a un vrai marché à prendre sur les petites copros. Et en espérant que tous les dispositifs qui nous ont été présentés permettent de débloquer tout ça sur les années à venir. Bien sûr, après, il y a Euh, une satisfaction si on arrive à réaliser des travaux pour nous en tant qu'entreprise dans des copros, c'est que effectivement, quand on réalise des travaux chez des particuliers, bon, ben, on se dit c'est bien, ces gens-là, ils ont un bon confort maintenant, ils ont beaucoup baissé leur consommation d'énergie. En adressant des copropriétés, bah, sur un chantier, on va avoir un impact plus important sur les baisses des dépenses d'énergie au niveau collectif. Donc, il y a aussi cette satisfaction supplémentaire de notre côté. ouais, merci beaucoup. Il y a une question de Monsieur Courtier qui demande votre territoire d'intervention. Oui, alors oui, effectivement, je n'ai pas précisé, nous on est implanté sur Toulouse, et donc notre périmètre, c'est Toulouse et l'agglomération. En fait, quand on a un peu moins de travail, du coup, on accepte des chantiers des fois un petit peu plus loin, mais sinon, oui, parce qu'on est une petite entreprise, moi j'ai 4 ouvriers, donc en fait, on reste sur Toulouse et l'agglomération, en fait. Merci. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vous proposais un petit message à faire passer ou une actu. Donc intervenante, je vous propose de... Alors tu peux commencer, toi Véronique, et puis après, si vous voulez activer votre caméra et micro pour en parler, allez-y. Bah oui, moi pour conclure, je pourrais dire que c'est à la fois complexe, mais ça peut être aussi très enthousiasmant d'adresser ce marché des petites copropriétés. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi il y en a beaucoup sur Toulouse et sur l'agglomération, hein, sur toute la zone. Il y a beaucoup de population, donc il y a beaucoup de petits immeubles, donc il y a potentiellement beaucoup de chantiers en perspective. Merci Véronique. Est-ce que Léa, Sébastien ou tu me sens que Marie-Agnès, tu as une actu à faire passer aussi? Bah, moi, je peux prendre la suite rapidement. Déjà, merci pour votre participation et ces échanges. Effectivement, le sujet de la petite copropriété, il est essentiel et j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter ensemble. Et on sera présent au Salon de la copropriété de Nîmes le 5 mai. Donc, ça peut être aussi l'occasion de rediscuter de ces sujets. Merci Léa. Marie-Agnès? Donc, la région continue son soutien à la rénovation énergétique des copropriétés et nous vous invitons en fait à participer au webinaire sur la rénovation énergétique des copropriétés lancé par Rénov Occitanie le 16 avril à 12 heures. Andy va vous mettre le lien si vous souhaitez participer. Donc, ça sera l'occasion de vous présenter plus en détail ce dispositif. Merci. Dans le petit sondage, donc c'est chouette, certaines personnes se sentent prêtes pour se lancer dans l'expérimentation et la rénovation des petites copros. Certaines personnes ont répondu pas encore. N'hésitez pas à nous envoyer encore vos dernières questions et le pourquoi les freins du passage à l'acte. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie infiniment les intervenants et intervenantes pour le temps accordé et surtout la qualité des échanges. Et je vous souhaite un bon appétit.